Le 11 janvier 2026, la passation est brève, presque clinique, et pourtant, elle prétend réorienter la trajectoire stratégique de toute une région. Dans une salle en ébullition, le cérémonial est rapide mais dense. La Confédération des États du Sahel confie ses rênes et Ibrahim Traoré est investi sans pause, comme si la continuité était une consigne. Alors, si la transition paraît lisse, qu'est-ce que cela change dès maintenant pour la sécurité quotidienne, les couloirs diplomatiques et la circulation entre capitales sous Ibrahim Traoré? Parce qu'en surface, tout semble stable, mais un compte à rebours est déjà enclenché. L'image officielle parle d'unité, mais l'enjeu réel est une épreuve de solidité pour un système encore jeune, pris entre forces contradictoires internes et pressions externes. Trois fronts émergent dès la clôture. Sécuriser un espace régional instable, affirmer une souveraineté économique mise à l'épreuve et défendre une parole diplomatique unifiée. Ces priorités ne sont pas nouvelles. Ce qui change, c'est la vitesse d'exécution, comme si le flambeau n'était pas transmis mais rallumé immédiatement. À peine quelques jours après la cérémonie, des notes classifiées circulent depuis Ouagadougou, Niamey et Bamako avec une idée simple. Aucune pause ne sera tolérée, aucun temps mort prévu. Un diplomate africain résume la ligne de crête. Soit la machine accélère pour durer, soit elle s'use en allant trop vite. La question devient alors concrète. Cette cadence peut-elle produire de la résilience ou seulement de l'élan? Dans cette logique, le mandat d'Ibrahim Traoré se mesure moins en slogan qu'en capacité à maintenir la cohérence sans structure centralisée classique et sans capital fédéral. Deux protocoles juridiques, adoptés discrètement, structurent déjà la nouvelle phase. Ils ont attiré moins d'attention que les symboles visibles et pourtant ils changent la mécanique interne en profondeur. Ibrahim Traoré arrive au moment où l'outil cesse d'être un projet et commence à devenir une méthode, avec des effets qui se mesurent sur le terrain. Le premier texte s'articule autour d'un triptyque clair: défense, diplomatie, développement. Il redéfinit les marges de manœuvre des États membres, non pas en supprimant leur autonomie, mais en cadrant la façon dont ils la synchronisent. Second texte, lié aux sessions parlementaires confédérales, introduit une dynamique législative inédite dans la région. Ce n'est pas un détail de procédure, c'est une tentative de relier l'exécutif et le législatif par une chaîne de décision plus cohérente. Ce que les récits laissent entendre, c'est une circulation accélérée des instructions et une mutualisation des réponses. La Confédération fonctionne déjà comme un État sans capital, avec une forme souple mais un fond qui se durcit. Et c'est là que l'angle devient plus concret. Comment faire vivre une confédération sans structure centralisée classique, sans capital fédéral, tout en gérant des défis militaires quotidiens? Pour l'instant, la réponse tient dans une formule entendue dans les couloirs, gouvernée par l'accord permanent. Le mini reveal, c'est que l'unité affichée n'est plus seulement un décor. Elle commence à se traduire en réflexe opérationnel. Sergent burkinabé, revenu du Gourma, raconte un glissement net. Les consignes ont quitté le protocole pour aller vers l'instinct avec une coordination plus serrée. Même mission, mais des réflexes plus affûtés. Même danger, mais une articulation plus rapide. Le même son de cloche apparaît côté malien, à Gao. Capitaine évoque une patrouille mixte déclenchée sans validation hiérarchique classique, par simple activation d'un protocole commun. Pour lui, c'est la première fois qu'un ordre arrive signé AES et surtout, c'est la première fois qu'il fonctionne sans friction visible. Ibrahim Traoré n'est pas décrit comme un homme seul au centre, mais comme le garant actif d'une cohérence qui se met en place à vitesse forcée. Sur le papier, une confédération se raconte avec des logos, des passeports et une chaîne télévisée. Mais dans la réalité, elle se raconte souvent par des gens qui n'ont pas le temps de théoriser.
personnage guide n'est pas un ministre ni un conseiller. C'est un soldat qui revient du terrain avec une phrase simple, presque sèche, et qui décrit une accélération sans rupture. Dans les postes avancés, il n'est plus question de nouveau président. On parle d'un rythme, on parle d'un tempo qui s'est durci, sans changer l'objectif officiel. La mission reste la même, mais la manière de la mener bascule. Coordination plus serrée, circuit plus court, réflexe plus immédiat. Ce n'est pas une réforme qui s'annonce, c'est une réforme qui s'applique, comme si l'AES avait cessé de tester pour commencer à agir. En parallèle, la diplomatie raconte la même logique. Ouagadougou, une réunion informelle entre jeunes diplomates des trois capitales se tient sans agenda officiel, mais avec une consigne claire. Accélérer les convergences dans la prise de parole régionale. Message est net, la voix de l'AES ne doit plus dépendre du pays qui parle, mais du mandat qu'elle porte. Dans ces fragments, un fil se dessine. Ce mécanisme de la Confédération ne cherche plus seulement à exister, il cherche à tenir. Et sous Ibrahim Traoré, la continuité devient une stratégie assumée. Rester souple dans la forme, mais durcir le fond pour que la machine ne s'arrête pas. So what, en clair, si le rythme tient, le rapport de force change. Le 11 janvier 2026, la cérémonie se termine, mais la transition, elle, refuse de s'arrêter. Avant, une passation aurait ouvert une parenthèse. Après, sous l'impulsion du nouveau mandat confédéral, la parenthèse se ferme immédiatement. Ibrahim Traoré est déjà debout alors que les derniers mots du président sortant résonnent encore, comme si le signal n'était pas politique mais opérationnel. 15h42, la salle applaudit, mais l'équipe de coordination AES entre en action sans pause. 15h45, un télégramme crypté tombe. Réactivation du corridor et relance des patrouilles transfrontalières. S-unités déployées sur la ligne Liptako-Gourma reçoivent l'ordre moins de 12 minutes plus tard. La vitesse devient un langage commun. Elle ne s'explique pas, elle s'impose. Serzo 2. Réunion express à Ouagadougou entre les cellules biométriques nationales. Validation immédiate de la phase 2 du projet de carte avancée. Reconnaissance d'un intérêt stratégique. Partager des données sur des personnes écartées qu'on a à risque et le faire sans attendre la lenteur des circuits habituels. 16h27, une intégration douanière expérimentale est enclenchée. Dans le même mouvement, des premiers éléments logistiques sont livrés au site du futur Parlement confédéral, comme si l'institution devait être construite pendant que les procédures se mettent déjà à tourner. 16h14, l'installation du module de dématérialisation législative est lancée. L'objectif affiché est clair, réduire à 3 jours le délai entre une proposition locale et un débat confédéral. C'est une tentative de transformer la loi en outil de cadence. C'est une tentative de transformer la loi en outil de cadence. Et c'est ici que la question ouverte au début revient. Qu'est-ce que cette vitesse change vraiment au-delà du symbole? 16h58, une alerte est enregistrée à la frontière nord du Gourma. Cette fois, l'engagement ne vient d'aucun commandement national isolé. Système confédéral s'active. En moins de 30 minutes, 3 unités coordonnées maliennes, burkinabées et nigériennes neutralisent un noyau dormant signalé depuis novembre. Officier sur place résume: c'est la première fois qu'on agit à ce niveau sans demander d'aval national. Et surtout, c'était fluide et efficace. 17h40, un briefing de confirmation se tient à Ouagadougou. Protocole de réponse unifié est officiellement déclaré opérationnel. Ibrahim Traoré valide la nouvelle doctrine dans une phrase courte, sans emphase, presque comme une consigne de terrain. Une confédération est forte quand elle n'hésite plus. Dès le lendemain, une directive est envoyée à toutes les représentations extérieures. Actualiser les documents officiels pour intégrer la logique confédérale comme cadre par défaut. Ce qui ailleurs aurait pris 3 mois se produit ici en moins de 48 heures, derrière les discours d'unité.
La machine n'attend pas que les mots s'installent. Elle avance et elle oblige les États à suivre son tempo. Et c'est là que le point Mosho apparaît. Ce n'est pas seulement une suite d'actions rapides, c'est la construction d'un réflexe commun. La question n'est plus peut-on accélérer, mais peut-on accélérer sans se briser? Avant, la confédération ressemblait à une promesse. Après, elle commence à se mesurer. Et si l'on veut comprendre ce que la cadence produit réellement, il faut regarder trois jeux de chiffres, parce qu'ils disent la densité de la transformation mieux que n'importe quel slogan. Ibrahim Traoré est cité comme garant actif de la cohérence, mais la cohérence ici se lit surtout dans les écarts. Premier indicateur, la sécurité. Depuis la mise en place de l'architecture de défense confédérale, 14 zones rouges identifiées ont été requalifiées. Sur ces périmètres sensibles, les données des États membres indiquent une baisse moyenne de 37% des actes violents sur les 6 derniers mois. Ce n'est pas une pacification totale, c'est un déplacement du rapport de force. Et pour la première fois, l'initiative revient systématiquement aux forces confédérées. Deuxième indicateur, la mobilité. 2 mois après le lancement de la carte biométrique AES, une hausse de 25% des flux civils transfrontaliers est observée entre les capitales. S-Access, Ouagadougou, Niamey et Bamako-Gao concentrent 70% de cette dynamique. Et une statistique plus fine ajoute un détail très concret. Les temps d'attente aux postes frontières ont diminué en moyenne de 18 minutes. Le diplomate résume l'effet sans détour. Moins d'attente, plus de confiance dans la structure. Troisième indicateur, la diplomatie. 5 accords bilatéraux ont été signés sous bannière confédérale depuis la clôture de la session. Il ne s'agit plus de coopération croisée dispersée, mais de déclarations coordonnées, appuyées par des institutions communes qui cherchent à produire une voie unique. Cellule de veille diplomatique opérationnelle depuis janvier assure la cohérence des positions externes. Cela permet à l'AES de peser dans les forums continentaux, là où ses membres, seuls, étaient souvent relégués en second plan. Pris ensemble, ces chiffres ne racontent pas une victoire, ils racontent une bascule de méthode. On passe d'une addition de souveraineté à une logique d'alignement. Et dans cette logique, la vitesse devient un instrument politique. Elle réduit les redondances, raccourcit les circuits et rend visible une capacité d'action commune. Mais ce tableau chiffré ouvre aussi une question plus dure. Si tout dépend de la cadence, que se passe-t-il quand la cadence rencontre un mur, une crise, une divergence, une fatigue institutionnelle? C'est ici que la transformation cesse d'être un récit d'efficacité pour devenir un test de viabilité. Et c'est exactement là que la figure d'Ibrahim Traoré, au centre des rapports, devient moins un symbole qu'un point de pression. La montée en puissance de la Confédération des États du Sahel impressionne par sa vitesse, mais elle soulève aussi des objections logiques. Est-ce critiques ne sont pas toutes hostiles, certaines sont même des avertissements utiles, parce qu'elles ciblent la fragilité d'un système jeune. Et c'est précisément là que le débat devient sérieux, quand on prend les doutes au meilleur niveau, puis qu'on les confronte aux signaux concrets. Première objection, une centralisation excessive. Certains analystes redoutent que Ibrahim Traoré cumule trop de leviers. Président du Faso, chef d'état-major politique et désormais président confédéral. Dans cette lecture, l'équilibre pourrait se rompre sans bruit. Et ce contre-pouvoir serait dilué derrière une façade collective et la cohésion deviendrait dépendante d'un centre unique. Risque n'est pas seulement politique, il est opérationnel. Si tout converge vers une personne, la machine peut gagner en vitesse, mais perdre en résilience. Deuxième objection, une gouvernance juridique trop rigide. D'autres pointent la multiplication des textes, protocoles, chartes et accords. Dans un contexte régional instable, ils craignent
qu'une architecture trop normée se fige avant d'être consolidée. La règle, au lieu de servir l'action, pourrait devenir un frein. Et une confédération qui se fige ne s'effondre pas forcément sous le choc. Elle peut s'épuiser par inertie. Les réponses issues du terrain offrent pourtant une lecture différente. Première réponse, un leadership par validation partagée. La feuille de route année 1 réaffirmée repose sur des engagements formellement signés. Chaque levier activé l'est via un accord tripartite et non par un ordre vertical. Dans les réunions à huis clos, plusieurs sources évoquent une dynamique de core team où les chefs d'État ajustent ensemble les décisions majeures. Deuxième réponse, une norme juridique au service de l'action. Ces protocoles sont conçus comme des matrices évolutives, pas comme des carcans. La preuve avancée est simple. Le passage instantané de la théorie à la pratique dès le 13 janvier avec l'ajustement des budgets nationaux pour intégrer les priorités confédérales. Ce n'est pas la loi contre la vitesse, c'est la loi utilisée pour accélérer sans se disperser. Ce qui change la donne, ce n'est pas seulement la cérémonie, ni même la série d'actions rapides. C'est un détail moins visible, presque ingrat. La Confédération commence à exister dans les procédures qui lient les ministères entre eux. Sous Ibrahim Traoré, la continuité affichée devient un mécanisme et ce mécanisme se renforce par des textes et des circuits qui, jusque-là, semblaient secondaires. Le paradoxe est assumé. La forme reste souple, mais le fond se durcit. S-symbole, chaîne, AES, passeport commun, banque confédérale, captent l'attention. Pourtant, ce sont les protocoles juridiques adoptés discrètement qui structurent réellement la phase suivante. Ils redéfinissent les marges de manœuvre, organisent la dynamique parlementaire confédérale et transforment la coordination en réflexe. Le midpoint reveal, c'est que l'AES ne cherche pas à imposer un modèle central. Elle fabrique une méthode d'alignement. Et cette méthode, quand elle s'installe, change la nature du pouvoir. Il ne se voit pas toujours, mais il s'applique. Ibrahim Traoré n'a pas besoin d'un slogan pour marquer ce moment. Il suffit que la machine tourne et que les États commencent à agir comme si l'ensemble était déjà un seul corps. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la Confédération des États du Sahel existe. Elle existe déjà par ses effets. La question devient pour qui et à quel prix, car une structure peut gagner en cohérence sans être vécue de la même manière par ceux qui la servent, ceux qui l'utilisent, ceux qui la subissent et ceux qui l'observent. Sous Ibrahim Traoré, la cadence accélérée produit des conséquences qui se répartissent en quatre groupes. Pour les États et les administrations nationales, l'effet immédiat est structurel. Les ministères de la Défense, des Affaires étrangères et du Développement sont désormais synchronisés via des canaux confédéraux. Diplomates burkinabés le confirment. Chaque message important passe maintenant par un circuit AES et pas seulement national. S, décision sensible, déploiement, négociation, projet structurant font l'objet d'une validation croisée à plusieurs niveaux. Résultat annoncé est net, une réduction de 42% des redondances administratives dans les échanges intergouvernementaux depuis novembre. Cela ne signifie pas moins de travail. Cela signifie un travail autrement réparti, avec des circuits paquets plus courts, mais aussi une pression accrue sur la coordination. Pour les entreprises, la Confédération ouvre un cadre de stabilité juridique perçu comme nouveau. Lancement de la Banque confédérale est présenté comme une ouverture de lignes de crédit régionales pour les PME sans passer par les circuits bancaires classiques. Déjà, 213 projets ont été préenregistrés dans les guichets régionaux, dont 47 dans l'agrotransformation et 31 dans l'énergie rurale. L'harmonisation des documents de douane et des systèmes de traçabilité accélère aussi les flux logistiques. Pour certains exportateurs, les délais auraient été réduits de près de 20%.
Ici, l'effet n'est pas seulement économique, il est psychologique. Quand la règle se stabilise, l'investissement devient moins risqué. Pour les populations, les effets restent inégaux mais visibles. Dans les zones frontalières, la carte biométrique AES permet une circulation quotidienne sans contrôle redondant. Des familles séparées par des lignes étatiques redécouvrent une mobilité simple. Koro, un commerçant, explique qu'il peut vendre au marché de Gao sans montrer trois papiers. Mais dans les zones rurales enclavées, l'information circule peu. Mot confédération reste abstrait, signe d'un défi de communication persistant. Et si la promesse n'atteint pas l'école, l'emploi ou les services de base, l'adhésion peut rester fragile. Enfin, pour la région ouest-africaine au sens large, l'AES devient un point de cristallisation. Partenaires internationaux observent avec prudence la montée en puissance institutionnelle. En interne, un effet d'entraînement est déjà visible. Des responsables de Guinée et du Tchad auraient demandé à observer les prochaines sessions confédérales. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un président national que comme un visage associé à une méthode. L'exécution accélérée, la cohérence et la tentative de transformer un pari politique en gravité institutionnelle. À mesure que la Confédération des États du Sahel gagne en densité, une question revient, presque mécaniquement. Que devient une structure fondée sur la vitesse quand elle entre dans la durée? 6 à 12 prochains mois ne diront pas seulement si l'AES avance, ils diront si elle tient, et sous Ibrahim Traoré, trois scénarios se dessinent, non comme des prédictions, mais comme des trajectoires possibles selon la manière dont la cadence sera absorbée. Scénario de base, la continuité contrainte. Dans cette hypothèse, l'AES poursuit la mise en œuvre de la feuille de route année 1 et ce protocole signé en janvier devienne progressivement contraignant dans les pratiques ministérielles. La carte biométrique est généralisée. La Banque confédérale ouvre ses premières lignes directes. Parlement commence à jouer un rôle de tribune légitime. Système progresse, mais il progresse sous tension, parce que chaque avancée exige de la coordination, et que la coordination coûte du temps, de l'énergie et une discipline administrative constante. Scénario optimiste. La reconnaissance comme accélérateur. Ici, des avancées diplomatiques majeures ouvrent une brèche. Reconnaissance accrue de l'AES dans les instances panafricaines permet de négocier des partenariats globaux à l'échelle confédérale. La dynamique de coopération s'étend à d'autres pays avec des observateurs formalisés dès la session suivante. Dans ce contexte, le leadership d'Ibrahim Traoré gagne une stature continentale, non par effet d'image, mais parce que la méthode d'alignement devient exportable. Scénario pessimiste, la coordination qui s'enraye. Dans cette trajectoire, des tensions réapparaissent entre priorités nationales divergentes, sécurité au nord, développement au sud, équilibre institutionnel à l'ouest. Parlement n'arrive pas à s'imposer. La carte biométrique rencontre une résistance logistique. S partenaires extérieurs exploitent les failles. Risque n'est pas une rupture spectaculaire, mais une confédération qui se fige par inertie, faute d'ajustement rapide. Dans chacun de ces futurs possibles, une constante demeure. La vitesse n'est pas une garantie de succès. Elle est un pari, et ce pari ne se gagne pas seulement en accélérant, mais en construisant de la résilience. À ce niveau, l'histoire n'est plus seulement institutionnelle. Elle devient vécue, fragmentée, parfois invisible, mais réelle. La transformation confédérale modifie des routines, des réflexes, des attentes. Et c'est souvent là que se mesure la solidité d'un projet. Non pas dans la tribune, mais dans la façon dont les gens s'y adaptent ou s'y épuisent. Chez les fonctionnaires, l'effet est immédiat.
directeur régional du ministère de l'économie, confie qu'il rédige désormais deux versions de chaque note, une pour Ouagadougou, une pour l'unité AES. Cela crée des tensions organisationnelles parce que la cadence augmente et parce que l'alignement exige une précision constante. Mais cela crée aussi un sentiment nouveau, celui de participer à quelque chose de plus grand que la fragmentation habituelle. Chez les jeunes urbains, surtout dans les capitales, l'effet est plus culturel. L'apparition d'une chaîne AES, d'un passeport commun et d'un récit politique partagé produit une adhésion douce. Étudiante burkinabé le formule simplement. On commence à dire nous quand on parle du Niger ou du Mali. Mais cet engouement reste fragile. Sans résultat visible sur l'éducation, l'emploi ou la mobilité sociale, il peut retomber aussi vite qu'il était monté. Chez les communautés rurales, les impacts sont plus diffus. Mot confédération reste abstrait, mais les effets concrets, fluidité des marchés, sécurité renforcée, commencent à faire sens. Des saïkens des chefs de village évoquent une baisse des frictions commerciales et une meilleure coordination des interventions humanitaires. Pourtant, l'écart d'information demeure. Ce qui se décide vite au sommet ne se comprend pas toujours vite à la base. Sous Ibrahim Traoré, la question devient donc presque morale. Comment maintenir l'élan sans transformer la vitesse en fatigue? Parce qu'un système peut avancer, mais s'il n'est pas compris, il n'est pas porté. Et s'il n'est pas porté, il finit par ralentir. Pour éviter que l'élan de janvier ne s'épuise dans la complexité, la Confédération des États du Sahel pourrait ancrer sa progression sur des leviers simples, concrets et surtout mesurables à 6 mois. L'idée n'est pas de promettre un succès automatique. L'idée est de rendre l'échec moins probable en transformant la vitesse en méthode. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un garant de cohérence. Mais la cohérence doit se traduire en étapes vérifiables. Premier levier, cartographie des compétences. Chaque ministère national devrait identifier les agents mobilisables pour les missions confédérales. L'objectif serait de constituer un vivier fonctionnel commun d'ici fin mars 2026 afin de réduire la dépendance aux improvisations. Deuxième levier, calendrier unique des sessions. Harmoniser les temps parlementaires nationaux et confédéraux éviterait les chevauchements de décisions. Premier test est prévu pour mai avec un cycle de codélibération sur le budget agricole afin de stabiliser le rythme institutionnel. Troisième levier, tableau de bord public. Publier un indice mensuel de mise en œuvre, projets, retards, fonds engagés, renforcerait la transparence et l'appropriation citoyenne. Cet outil pourrait être porté par l'AESTV avec un format visuel vulgarisé. Quatrième levier, formation conjointe. Organiser des séminaires communs entre forces de sécurité, magistrats et diplomates permettrait d'unifier les pratiques. Et première vague pourrait démarrer dès avril dans les trois capitales pour solidifier les réflexes communs. Cinquième levier, clause de réversibilité partielle. Prévoir des mécanismes correcteurs, comme un gel temporaire d'une disposition inefficace, renforcerait la souplesse du système. L'idée pourrait être testée dans le domaine fiscal avant l'été. Ce que cela dit en clair, penser en termes de cadence, c'est bien. Penser en termes de résilience, c'est mieux. Il s'appelait Adama, sergent dans une unité frontalière du Gourma. Il n'avait pas prononcé le mot confédération une seule fois. Et pourtant, c'est lui qui a donné la phrase la plus nette sur ce qui est en train de se passer. Quand on lui a demandé ce qui avait changé, il a répondu sans chercher d'effet. Avant, on attendait. Maintenant, on agit. Cette phrase circule depuis dans des réunions fermées du commandement confédéral. Elle n'est pas une devise officielle, elle n'est pas un slogan, mais elle dit l'effacement progressif des hésitations, l'apparition d'un réflexe commun et le passage de la théorie à la poussière des pistes.
Ibrahim Traoré, dans son discours de clôture, n'a pas cherché à marquer les esprits par une formule brillante. Il a dit une phrase: ce que nous faisons ne doit pas être vu, il doit être vécu. Et c'est peut-être là que tout se rejoint. Carte biométrique, un passeport, une chaîne télévisée, des objets simples. Mais mis bout à bout, ils dessinent un imaginaire collectif. Et dans une confédération encore jeune, l'imaginaire précède parfois l'institution avant que l'institution n'apprenne à durer. À la fin, ce que raconte la Confédération des États du Sahel n'est pas seulement une architecture de sécurité, de mobilité ou de diplomatie. C'est une tentative de fabriquer un nous dans une région habituée à la fragmentation, en empilant des gestes concrets plutôt que des promesses abstraites. Et sous Ibrahim Traoré, ce nous se construit à la vitesse d'un pari, assez vite pour créer l'élan, mais assez solidement pour ne pas se dissoudre. Ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont des marqueurs, un logo AES sur un document, un corridor réactivé, une carte biométrique qui réduit l'attente, une voix diplomatique qui cherche à parler au nom d'un mandat plutôt qu'au nom d'un seul pays. Mais ce que l'on jugera demain, ce sera la capacité à transformer ces marqueurs en habitudes durables et ces habitudes en confiance. Alors la question reste ouverte et elle concerne aussi ceux qui regardent. Dans votre entourage, vos démarches, vos conversations, avez-vous déjà perçu ce nous confédéral émerger, même par petits détails? Et selon vous, qu'est-ce qui décidera vraiment si l'élan de janvier devient une résilience ou seulement un moment de vitesse?